Bonjour à toutes et à tous. J'ai pleuré sur cette série, j'ai pleuré pour plusieurs raisons et j'ai beaucoup pleuré. Parce que c'est une série qui est tellement magnifique, qui est tellement généreuse, qui est tellement bien écrite. Une perfection d'écriture, d'interprétation, les thématiques, l'univers qui est décrit, la nature, les acteurs, le casting, la musique. 1883 est un chef-d'œuvre absolu, comme on en voit trop rarement, qui devrait être la norme, la référence en matière de qualité d'écriture, qui malheureusement relève de l'exception, qui n'a pas la présomption de se déclarer meilleure série, 100% sur les sites de notes, IMDB, Rotten Tomatoes et tous les autres, ou sur les réseaux sociaux, les gens qui s'extasient devant un peu de médiocrité, parce que les gens sont habitués tellement à voir des choses moyennes qu'ils ont l'impression que c'est excellent. 1883 n'a pas cette présomption. Ça déroule tranquillement son récit, de manière naturelle, sans forcer. Et ça décrit une Amérique réelle qui a existé, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est un pincement au cœur parce que c'est l'Amérique que j'aime. Et ça décrit des personnages, mais qui sont tellement profonds, tellement attachants, tellement inspirants. Et c'est la préquelle en plus de Yellowstone, qui nous donne encore plus l'envie de regarder à nouveau Yellowstone et qui nous donne une meilleure compréhension des personnages de Yellowstone. 1883, c'est une mini-série composée de 10 épisodes qui est disponible sur Paramount Plus chez nous, en France, avec un casting de rêve. Et cette première partie de critique va être sans spoilers et ensuite je vais m'attarder sur tout ce que j'ai aimé dans la série en spoilant. Mais d'abord, première partie sans spoilers. Et je vais juste vous dire que ce que je vous ai dit lors de ma critique de Yellowstone, les 4 premières saisons qui sont disponibles d'ores et déjà sur la chaîne, la vidéo est disponible. Pour moi, Taylor Sheridan, c'est le meilleur scénariste américain à l'heure actuelle et depuis très longtemps, et je pense pour encore très longtemps, c'est tout simplement le meilleur auteur, parce que c'est un auteur, parce qu'il a bien compris les plus beaux aspects et les pires aspects de l'Amérique, mais pas seulement, parce que c'est un vrai cow-boy dans l'âme qui sait de quoi il parle. Le mec sait de quoi il parle. Et ça se voit tout de suite. Ça se voit dans l'écriture, ça se voit dans ce qu'il raconte. C'est un amoureux de la nature, c'est un amoureux des plaines, de l'Ouest sauvage, c'est un amoureux de l'histoire des États-Unis, et c'est un amoureux des beaux récits qui ont de l'émotion, qui ne sombrent pas dans le pathos forcé, et c'est enfin un mec qui n'est pas woke. Et ça fait toute la différence avec les séries d'aujourd'hui. Nous sommes pollués, nous sommes infestés de wokisme. Oui, j'ose le mot, ce monde est gangréné par ce progressisme extrême, extrême. Parce qu'à la base, le progressisme, il y avait des bonnes idées. Défense des minorités, c'est une bonne idée. Mais ça a dévié, c'est devenu de la folie. Si bien qu'aujourd'hui, on fait passer la décadence pour saint d'esprit et les saints d'esprit pour les pires maux de l'humanité. Ça, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. L'Amérique où on a des hommes enceintes, des trucs de fou. Voilà, des trucs, si ce n'est pas la réalité, et pourtant, si on n'accepte pas la réalité, on se fait menacer de mort comme J.K. Rowling, par exemple. Ben, Taylor Sheridan, c'est pas ça. Taylor Sheridan, c'est pas un féministe furieux post-MeToo qui va vous dire que si vous combattez pas le patriarcat, c'est que vous êtes un méchant sexiste. Taylor Sheridan, c'est pas un mec qui essaye de remplacer les blancs par des noirs. Mais c'est un mec qui va mettre en avant tous les beaux aspects de la culture Native American, les Amérindiens. Taylor Sheridan, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la cancel culture. Et il n'essaye pas de faire du révisionnisme historique de l'Amérique. Et ça, j'apprécie. À une ère où aujourd'hui les gens se choquent, où il faut une espèce d'encart pédagogique, comme si on était des débiles profonds, pour nous expliquer que Autant en emporte le vent, c'est un film qui fait l'apologie de l'esclavage, c'est un film raciste. Ben, Taylor Sheridan, il n'est pas. Il n'est pas là-dessus. Il n'est pas dans le wokisme. Il n'est pas dans le progressisme. Il n'est pas dans cette vision de la pensée unique qui est devenue l'Amérique aujourd'hui, l'Amérique qui fait du chantage à la discrimination toujours plus, jusqu'à l'absurde, jusqu'à la folie, jusqu'à la gerbe. Taylor Sheridan, c'est un mec qui, au final, est plutôt conservateur,
Mais conservateur pas dans le sens politique ou religieux, conservateur dans le sens où, oui, c'est un mec qui va trouver que la chasse, c'est une bonne chose, mais que dans le même temps, il faut honorer les animaux. Qu'il ne faut pas le faire avec cruauté, qu'il faut le faire pour se nourrir. Taylor Sheridan, c'est un mec qui est amoureux de la culture indienne et qui a un profond respect. Et qui, comme dans Yellowstone, mais encore plus dans cette série-là, puisque dans Yellowstone, c'est les Indiens d'aujourd'hui qui sont dans des réserves, on n'est plus sur les Indiens qui scalpent à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait plus, heureusement d'ailleurs. Mais qui va montrer que oui, il y a des Indiens qui étaient pacifiques et il y en a d'autres qui étaient assez cruels, assez sauvages dans leurs actes. Hein. On ne dit pas que c'est des sauvages, on dit qu'ils avaient des actes qui parfois étaient assez sauvages, assez violents. Hein, voilà, pour pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Taylor Sheridan, c'est un mec qui est un amoureux des grandes plaines désertiques, qui est un amoureux de l'inconnu, de la nature, de la découverte de l'Oregon, du Wyoming, du Montana. C'est un mec qui écrit des personnages avec une profonde dignité, comme James Margaret Dutton et leur fille Elsa Dutton, qui est l'héroïne de cette série. C'est quelqu'un qui, dans chacun des dialogues qu'il écrit, arrive à mettre des pensées, des proverbes, de la sagesse qui, au final, rendent les personnages bouleversants. Il n'y a absolument rien à jeter dans 1883. Pas un seul mot, pas une seule scène. Et c'est un mec qui arrive avec énormément de pudeur, au final, à toucher en plein cœur même de bonhommes qui sont virils. Parce qu'il y a de la virilité dans le cinéma, parce que là on est sur de la qualité cinématographique, clairement, hein, dans les œuvres de Taylor Sheridan. C'est ça 1883. C'était déjà le cas sur Yellowstone, c'est encore plus le cas sur 1883, la mini-série. C'est assez impressionnant à la fois de trouver Brian Tyler en tant que compositeur, qui est le compositeur idéal pour la série. On ne pouvait pas trouver mieux, parce qu'avec ce qu'il compose, je peux vous dire que la musique m'a donné tellement de frissons, presque autant que James Horner sur Légende d'automne. Et je vais y venir à Légende d'automne, je vous en avais parlé dans ma critique de Yellowstone, ça fait penser énormément à Légende d'automne, et ici, encore plus. Encore plus parce que les années 1800, fin des années 1800, et on se dirige vers le début du XXe siècle, c'est à peu près la même période que Légende d'automne, ben, ça fait penser à aussi Danse avec les loups, Le Dernier des Mohicans, Open Range. Et donc, si vous voyez ces films-là, c'est que la moitié, c'est des films avec Kevin Costner. Pas étonnant, puisque Kevin Costner, c'est le cow-boy par excellence. Et Kevin Costner, bah, c'est lui qui est le patriarche de Yellowstone, qui est le descendant des personnages que l'on va voir dans cette série. Donc, c'est pas étonnant si cette série a des références qui sont des mastodontes du chef-d'œuvre du 7e art. 1883, c'est quoi l'histoire? On va y suivre James et Margaret Dutton, les arrière-grands-parents de John Dutton, Kevin Costner dans Yellowstone, qui vont entreprendre de partir du Tennessee pour aller vers l'ouest et le nord-ouest des États-Unis. Donc à la base, ils voulaient aller dans le Wyoming, dans l'Oregon et ensuite dans le Wyoming. Et au final, ils vont se retrouver dans le Montana où ils fonderont le Yellowstone Ranch. Et ils vont traverser tout un tas de péripéties avec des pionniers venus d'Europe pour la plupart, des gens qui ont fui l'Allemagne et d'autres pays, des Gitans, des Allemands et plein d'autres personnes qui sont arrivées pour retrouver la liberté. Parce que c'était ça la promesse du rêve américain, c'était de retrouver la liberté dans une terre encore à conquérir. Parce que c'est pas l'Amérique d'aujourd'hui qui est énormément peuplée de partout, hein. Tout a été conquis ou presque. Là, on a encore des contrées sauvages et qui vont se retrouver à affronter les difficultés à la fois des pillards, des Indiens, qui ne sont pas tous sympathiques, mais aussi des dangers de la nature, du climat, mais aussi des bêtes, de la faune et de la flore. Et on va avoir tout ce convoi-là avec Sam Elliott en tant que mec qui chapeaute le convoi, qui est un ancien capitaine durant la guerre de sécession et qui porte une insigne qui, dans la ville où il est, fait office un petit peu de shérif, avec un autre soldat, un autre de ses amis soldats sur le front de la guerre de sécession.
Bon, en tout cas, je ne sais plus si c'est la guerre de sécession, mais je crois que c'est la guerre de sécession. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je me souviens plus les dates, mais en tout cas, ils ont fait la guerre, ça c'est sûr. Et toute cette équipe-là, donc Sam Elliott, qui va jouer Shay Brennan, ainsi que Lemonica Garrett, qui va jouer Thomas, notre capitaine, qui sont amis, ils vont escorter toute cette équipe de plusieurs dizaines. Et quand on dit plusieurs dizaines, à la base, ils sont presque une cinquantaine de gens venus du vieux continent, venus de l'Europe, pour migrer. C'est des migrants, hein, vous savez, les migrants dont aujourd'hui on dit, les migrants dont aujourd'hui on dit en France et partout que la faute c'est toujours des migrants, ben, ça faisait déjà, il y a 120, 130 ans en arrière, on disait déjà que c'était la faute des migrants. Malheureusement, ces gens-là, ils fuyaient. Ils fuyaient des conditions de vie invivables. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est le monde qui a changé, c'est beaucoup plus compliqué. Mais à l'époque, ils pouvaient aller où bon leur semblait. Ils avaient juste à affronter, non pas des dangers politiques, mais ils avaient à affronter des dangers de la nature. Et ces gens-là qui ne parlent ni américain, ni qui ne connaissent l'Amérique, qui sont juste arrivés par bateau et qui sont arrivés avec tous leurs meubles et leurs biens matériels, ben, ils vont devoir s'adapter et ils vont devoir très très vite apprendre sur le tas et devenir de véritables pionniers de l'exploration. Et tout le monde ne va pas arriver sain et sauf. Tout le monde ne va pas arriver sain et sauf. Et c'est le postulat de la série. Combien de monde on va perdre sur la route? Parce que c'est un voyage qui va durer plusieurs mois, où ils vont devoir traverser plusieurs saisons, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Et au final, ça va être une odyssée. Ça va être un voyage, mais les personnages vont se découvrir eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui vont mourir, c'est pas du spoil, c'est le synopsis de base. Et de toute façon, voilà, vous vous en doutez bien, ils vont pas tous arriver sains et saufs. C'est pas une série ultra joyeuse non plus, même s'il y a des moments de grâce. Mais on va voir qui va se révéler fort. Et il n'y a pas de place pour les faibles. Et ça, honnêtement, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que à un moment donné dans la série, c'est le personnage de Elsa Dutton qui est probablement un des personnages les plus bouleversants que j'ai vu dans une série depuis très très longtemps. Elle m'a mis les larmes aux yeux. Isabelle May, je vais vous parler d'Isabelle May, l'actrice qu'on a vue dans Rain Hide Fight. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Elle a une phrase où elle dit que en fait, il n'y a pas de place pour les faibles parce que les faibles sont guidés par la peur. Et la peur, c'est contagieux et ça peut saper la force des autres personnes. Et les faibles, c'est pas une fatalité d'être un faible. On peut devenir fort, ça s'apprend tout simplement. Ça s'apprend à condition de ne pas se laisser paralyser par la peur. Mais pour ça, il faut être capable de se délester du superflu et au final de devenir un cow-boy. À savoir un cheval, un homme ou une femme, le ciel, la terre et les ressources de la nature. Et oui, bien évidemment qu'un cow-boy vit avec parfois peu de ressources, dans des conditions très rudes, mais ces gens-là sont partout chez eux. Et j'ai adoré, ça vient compléter la mentalité du cow-boy qui avait déjà été décrite avec tellement de justesse dans Yellowstone. C'est là où je vous dis que Taylor Sheridan, il a vraiment tout compris de ce qu'est la vraie Amérique, l'Amérique des pionniers, de la conquête de l'Ouest, des chercheurs d'or, des migrants qui voulaient vivre le rêve américain, parce que le rêve américain, c'est une bonne chose à la base. Aujourd'hui, le rêve américain, c'est devenu pourri par l'argent et la dépravation, mais à la base, le rêve américain, tu vas dans une terre vierge, sans massacrer les gens, et tu essayes de te trouver ton chez-toi. Et tu arrives et tu es le premier arrivé et tu plantes ta clôture et ça y est, c'est chez toi, ça t'appartient. Parce que le monde, les États-Unis n'appartenaient pas que aux Américains. C'est-à-dire c'est un grand continent, il y avait de la place pour beaucoup de monde. Alors après, malheureusement, c'est vrai que les premiers, quand ils sont arrivés, ils ont massacré les Indiens, ils étaient cons comme des balais, on n'a pas besoin de massacrer les gens pour s'installer quelque part. Mais quand on est intelligent, on arrive à vivre en bonne entente, comme la famille Dutton, quand ils vont arriver dans le Montana et qui vont s'entendre bien avec les premiers Indiens qui vont croiser, qui vont s'entendre et qui vont vivre en harmonie avec eux. Donc, c'est pas uniquement les méchants blancs fachos qui arrivent et qui massacrent les Indiens. C'est pas ça l'Amérique à la base. Il y a eu ça, mais il n'y a pas eu que ça. Et donc, on va suivre ce personnage de Isabelle May, donc qui fait de cette actrice qui joue le personnage de Elsa Dutton et qui va avoir énormément de sagesse, qui est une jeune fille de 17 ans au début de l'aventure et qui va finir, certes, 18 ans, puisque la série se déroule sur à peu près 6 mois, hein, entre 6 mois et 1 an maximum,
mais qui va devenir entre-temps une femme et qui va vivre plusieurs vies, qui va tout vivre en accéléré, avec énormément de maturité. Et elle est mais tellement, tellement bouleversante. Elle m'a donné la chair de poule. À plusieurs moments, j'avais les larmes aux yeux, tellement elle joue bien. Moi, elle m'a fait penser au personnage de Tristan Ludlow, joué par Brad Pitt dans Légende d'automne, c'est-à-dire une blanche qui, à la base, a toute l'éducation d'une blanche américaine, mais qui, au final, a l'âme d'une indienne et qui, au final, va parfaitement s'intégrer, va montrer qu'elle est une femme forte, puissante, indépendante, mature, sauvage, fougueuse, amoureuse, qu'elle a énormément de choses à apprendre et qu'elle les apprend bien, et qu'elle ne supporte plus la civilisation avec ses règles qui l'étouffent. Excusez-moi, bestiole là. Elle ne supporte plus, elle ne supporte plus la civilisation qui étouffe avec ses règles. Et j'ai trouvé ça magnifique. En fait, c'est une ode à la liberté. Mais c'est aussi la définition de ce qu'est la liberté, et ne pas confondre liberté et indépendance, mais aussi liberté avec témérité, c'est-à-dire foncer et en n'imaginant pas toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Il faut composer avec les difficultés et trouver sa place. C'est ça la liberté, c'est-à-dire comment arriver à agir avec des règles qui nous sont imposées et malgré tout s'épanouir. Parce que des règles, il y en a partout, y compris dans la nature. Et c'est pour ça que je vous dis que... Bestiole, désolé, hein, on est dans la nature. C'est ça aussi les impondérables de filmer dans la nature. Vous avez des bestioles. Et la liberté, c'est tout sauf progressiste en fait. Parce que les progressistes aujourd'hui, si vous accédez pas à tous leurs désirs, à toutes leurs revendications, ben, ça veut dire que vous les privez de liberté. Mais c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pas de réaliser tous ses désirs, parfois et même souvent égoïstes. La liberté, c'est de faire avec les règles existantes, arriver à s'épanouir, les accepter et se les approprier pour au final bien vivre avec. Vous voyez ? C'est en cela que je vous dis que Taylor Sheridan n'est pas un progressiste woke. Voilà. Et pourtant, il est tellement ouvert d'esprit dans cette série et il nous montre des personnages qui sont tellement inspirants. Voilà, tellement inspirants. Alors, au niveau de la musique, Brian Tyler compose quelque chose mais de magistral. Vraiment, je vous dis, ça accompagne parfaitement les scènes, ça donne une ambiance épique, un souffle de liberté. Au niveau des acteurs, Sam Elliott, lui aussi, c'est l'âme de l'Amérique. Sam Elliott, rappelez-vous, c'est l'étranger dans The Big Lebowski qui raconte le récit. Il n'y a pas plus américain que Sam Elliott. Sam Elliott, c'est le mec avec son Stetson qui représente à lui tout seul l'Amérique. Sam Elliott, c'est dernièrement dans A Star is Born de Bradley Cooper, le grand frère de Bradley Cooper, qui était tellement bouleversant qu'il méritait un Oscar. Sam Elliott, c'est énormément de films. J'en ai parlé de quelques-uns sur la chaîne. Vous pouvez retrouver ça dans la playlist critique de films. Et ici, donc, il fait un homme brisé par la guerre et qui, au retour de la guerre, a tout perdu par la petite Vérole, donc sa femme et sa fille, et qui a envie de se suicider. Et qui est prêt à se suicider, mais dont son meilleur ami, un autre capitaine, joué par le Monica Garrett, que l'on avait vu dans le crossover Crisis on Infinite Earth, qui faisait le Monitor et l'Anti-Monitor, donc dans le Arrowverse, quand le Arrowverse était encore vivant, il y a quelques années maintenant. Et donc, son meilleur ami, donc ce capitaine afro-américain, va le soutenir, va lui dire non, ne te suicide pas, il y a encore des gens qui ont besoin de toi. Et il va entreprendre un dernier voyage. Et il va se mettre en tête d'épauler et d'apprendre à ces migrants venus d'Europe, de les accompagner dans leur dernier voyage, qui est son dernier voyage à lui aussi, parce que lui, il veut aller vers la mer, donc la côte ouest, le Pacifique, pour voir la mer en hommage à sa femme et ensuite se suicider, mettre fin à ses jours, parce qu'il estime que voilà, il a perdu le goût à la vie. Et petit à petit, à travers ce voyage, il va retrouver en partie seulement, le goût à la vie, à travers notamment la relation qu'il a avec la famille Dutton, le patriarche James Dutton, et petite bestiole là, je vais marcher un petit peu plus loin,
à travers le personnage de James Dutton et de sa fille Elsa, qui va être inspirante pour énormément de personnes. Elle va être vraiment inspirante à la fois pour les cow-boys, pour les capitaines, pour les migrants. Elle va leur apprendre énormément de choses qu'elle va apprendre elle-même sur le terrain. Une vraie cowgirl et une vraie indienne dans l'âme. Donc on a ce personnage de Sam Elliott qui a énormément de pudeur, de dignité, d'honneur. C'est un homme de parole. Quand il fait des promesses, il ne les prend pas à la légère. Il a vraiment envie de se soucier du devenir de chacune de ces personnes. Mais aussi c'est un homme de parole et quand il démasque des voleurs, et il leur dit « si tu me suis, je te tue ». Et il respecte ses paroles. Donc c'est une série qui est aussi impitoyable et c'est une très bonne chose parce que ça montre qu'il y a aussi des personnes qui ne méritent pas, malheureusement, qui ne méritent pas de seconde chance parce que quand on est dans ce monde-là assez sauvage de gens qui ont tout perdu, il n'y a pas de place pour les voleurs et les pillards. Et vous allez voir des pendaisons dans des villes, vous allez voir des fusillades, des exécutions. C'était comme ça à l'époque. C'était une époque où le crime et le meurtre et tout ce genre de choses étaient punis. On n'attendait pas, voilà, on ne tergiversait pas. Vous ne preniez pas 6 mois de prison 6 mois de prison avec sursis pour avoir violé quelqu'un. Non, t'as violé, on te tue. Point final, c'est fini. Il y a pas de, tu peux supplier ce que tu veux. C'est boum, un coup de revolver, on n'en parle plus, un coup de Winchester et on passe au suivant. C'est ça aussi la vraie vie. C'est une vie qui n'est pas faite de laxisme. Alors bon, c'est vrai que dire ça aujourd'hui, ça va peut-être choquer certains. Malheureusement, on est dans une société où les gens qui commettent des crimes sont en liberté et on prend leur défense, et où les victimes, les victimes sont considérées presque comme des coupables. Il suffit de voir les gens dont leur maison est squattée, ils sont à la rue, et les squatteurs, ils sont défendus. Hein, au lieu d'être délogés avec force, non, on les laisse et on dit aux gens: «Ah ben oui, mais c'est vous, après tout, si vous avez essayé de déloger les squatteurs qui étaient dans votre appartement, qui vous appartient, bah, c'est vous qui allez aller en prison». Vous voyez? Ce genre de choses, à l'époque, 19e siècle, dans l'Ouest sauvage et en Amérique, ça n'existe pas. Tu prends ma maison, je prends ta vie. Voilà, c'est comme ça. Hop, voilà. Tu as changé ma serrure, tiens, petit coup de couteau, hop, c'est fini, il y en a plus. Ah, fallait pas changer ma serrure, fallait pas prendre mes biens. Alors je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, c'était peut-être un petit peu extrême comme moyen, mais la loi était respectée. Ça c'est clair. Quand on trouvait des voleurs de bétail, des pillards et des violeurs, ils n'y allaient pas par quatre chemins. Ils disaient: c'est toi qui as violé? Ouais, c'est moi qui ai violé. Boum, coup de fusil ou coup de flingue et ça y est, on n'en parle plus, c'est fini. C'est ça aussi 1883 et de manière générale le cinéma et les séries de Taylor Sheridan. On plaisante pas. Ensuite, on a donc la famille Dutton. Bientôt on va passer avec la partie avec spoilers, mais pour l'instant je reste encore sur des informations générales. Vous dire que le casting est idéal. Le nom des acteurs-actrices qui jouent le couple Dutton, ça me parlait. Je me disais, je connais Tim McGraw et Faith Hill, ça me dit quelque chose. Mais j'avais du mal à m'en souvenir. Et j'ai regardé, et je me suis dit, mais bien évidemment, ce sont deux chanteurs de country, lui chanteur, elle chanteuse, de country américaine, qui sont extrêmement connus aux États-Unis. Mais quand je vous dis qu'ils sont connus, ils sont connus comme les présidents, hein. Pas moins. Et Tim McGraw, c'est un chanteur de country qui, depuis les années 90 même, qui a un énorme succès et qui a vraiment une gueule d'acteur. Déjà, j'adore la country, j'adore les chanteurs et les chanteuses de country. Ils ont un timbre de voix que j'adore, mais ils ont une prestance, et pour moi, la country, c'est l'Amérique des cow-boys. Et ils représentent bien l'Amérique. Et ils sont en couple dans la vraie vie. Parce que oui, Tim McGraw, James Dutton et Faith Hill, Margaret Dutton, sa femme dans la série, sont en couple dans la vraie vie. Ils sont mariés depuis les années 90, donc ça fait presque 30 ans qu'ils sont mariés. Et je peux vous dire que c'est un atout indéniable. Ça apporte une alchimie, une complicité entre les deux. On sent que les deux sont sur la même longueur d'onde. On sent que quand ils s'aiment dans la série, ils s'aiment dans la vraie vie. Quand ils se disent je t'aime dans la série, qu'ils sont soudés parce qu'ils vont traverser des difficultés incroyables, des traumatismes. On sent que quand ils se disent je t'aime et qu'ils se soutiennent, c'est pas seulement des acteurs, c'est les vraies personnes. Et donc, lui,
chanteur qui a eu un énorme succès, et elle, Faith Hill, qui a eu autant, voire plus encore de succès, qui a vendu des dizaines de millions d'albums, qui a eu des Grammy Awards, qui est considérée comme une des femmes les plus influentes de l'Amérique. Eh bien, Faith Hill, si vous voulez savoir un petit peu quelle est sa voix, vous l'avez entendu si vous avez vu ce film que j'adore, Pearl Harbor, au générique, There Will Be You. C'est elle qui chante sur la bande originale de Hans Zimmer, qui chante la chanson de fin sur la bande originale de Pearl Harbor. Et si vous avez vu le film, vous entendez sa voix à la fin du film dans la chanson. C'est Faith Hill. Alors elle était plus jeune à l'époque, elle avait 20 ans de moins, 22 ans de moins. Elle chante toujours aussi bien, elle est toujours aussi belle. Elle a 55 ans, donc forcément elle est moins... elle a pris quelques années, hein, mais elle est toujours aussi belle. Et elle est... Mais qu'est-ce qu'elle est charismatique, cette actrice. Franchement, si vous ne savez pas que c'est une chanteuse, on dirait qu'elle a joué toute sa vie. Mais vraiment, elle a un acting, c'est assez impressionnant. Et alors Tim McGraw, j'en parle même pas. Tim McGraw, barbe, Stetson, enfin c'est pas un Stetson, c'est un chapeau de cow-boy, cheval, le mec, charisme de fou. Impressionnant. C'est franchement assez impressionnant. Ce couple survole la série. Ce couple apporte un plus indéniable à la série. Je pense qu'on ne pouvait pas choisir meilleur casting. Ce sont deux chanteurs de country les plus connus des États-Unis. Ils sont aussi connus que Kenny Rogers ou beaucoup d'autres. Hein. Pour faire un couple de cow-boys, parce qu'elle, c'est une cow-boy, elle aussi. Hein, elle est pleine de fougue. C'est une mère de famille. Mais avant d'être une mère de famille, c'est une femme qui est amoureuse de son mari, qui chevauche à cheval, qui aime la nature, mais qui est prudente parce qu'elle a une fille et un garçon, donc Elsa et Jack Dutton, ou John Dutton, je ne sais plus, non, John Dutton Senior, qui deviendra John Dutton Senior, le grand-père de Kevin Costner. Et voilà, on sent qu'elle a du mal à s'épanouir. Elle s'épanouit en tant que mère, mais elle s'oublie un petit peu en tant que femme. Et elle va retrouver ça. Elle va retrouver ça durant ce périple. Et donc, à côté de ça, on a tout un tas d'autres personnages. Je ne vais pas tout développer, mais je vais en développer quelques-uns dans la partie des spoilers. On a Isabelle May, que vous avez vu dans Run, Hide, Fight, dont je vous ai fait la critique sur la chaîne. Je crois que c'était en 2021. Je vous avais dit que c'était un de mes coups de cœur de l'année 2021, ce film qui était une fusillade dans un lycée américain. Et on avait donc Isabelle May qui faisait une élève qui, au final, va sauver son lycée. Dans ce film qui décrivait très très bien les fusillades dans les lycées américains, où on n'épargnait rien du tout, mais qui était un pur film ultra viril, badass, avec une héroïne sans concession. Il y avait Thomas Jane et Radha Mitchell dans le film. Et elle m'avait tapé dans l'œil, cette actrice. Je m'étais dit, waouh, elle va avoir une carrière de fou. Et donc Taylor Sheridan l'a choisi pour faire Elsa Dutton. Alors je ne vais pas vous parler dans cette partie de ce qui arrive à ce personnage, parce que c'est le personnage principal et c'est surtout la narratrice de la série, puisque la série nous est narrée, nous est contée à travers sa voix à elle, qui commente ce qui se passe. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est bouleversante. Elle m'a mis les larmes aux yeux et la chair de poule. Voilà, je l'ai dit, mais je vous le redis parce que j'ai pas honte de le dire. Je la trouve inspirante. Voilà, je la trouve inspirante. Franchement, je suis impressionné, vraiment. Mais je n'ai qu'admiration pour cette actrice et pour ce personnage, une jeune fille qui, au final, va devenir une femme mûre, une femme à poigne, une femme forte, une femme qu'on a envie de suivre, et elle va emporter l'adhésion de tout le monde, et elle va attendrir même les mecs les plus durs à cuire. Euh, Chapeau bas, respect. Ça, c'est dû à l'écriture de Taylor Sheridan et à l'acting de Isabelle May. L'alliance des deux, c'est ce que j'ai vu de plus beau depuis très très longtemps. Et donc, à côté de ça, tout un tas d'autres personnages et des guest stars. Notamment, on va avoir Tom Hanks qui va apparaître alors à l'espace d'une scène de 2-3 minutes dans un épisode, ainsi que Billy Bob Thornton qui va faire un shérif pareil dans un épisode. Il ne dure pas longtemps. Mais voilà, on a des guest stars et Taylor Sheridan lui-même qui apparaît pour jouer le rôle de Charles Goodnight, un personnage qui a vraiment existé, un pionnier de l'Ouest. Une série sublime où on va vous montrer des paysages. Pour moi, c'est le paradis. De toute façon, c'est le paradis, c'est-à-dire
Au 19e siècle, quand c'était pas encore l'Amérique gangrénée par la politique à tous les niveaux et le progressisme et les réseaux sociaux, bah, l'Amérique d'aujourd'hui qui malheureusement n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais quand c'était encore l'Amérique de la découverte, où on traversait des régions, pour moi c'est le paradis. Clairement, c'est le paradis. Et quand ils arrivent dans le Montana à la fin, on reconnaît les paysages de la série Yellowstone. J'avais des frissons, j'avais la chair de poule. Au-delà de ça, c'est une série où on sent que le danger est ultra présent, mais le danger naturel. Vous allez avoir des crotales, vous allez avoir des gens qui vont se faire mordre par des serpents plusieurs fois, des gens qui vont mourir, des gens qui vont mourir de septicémie, qui vont mourir de morsures, des gens qui vont se faire amputer, vous allez avoir des gens qui vont se faire massacrer par des pillards, des gens qui vont se faire violer, des gens qui vont tomber de cheval parce qu'ils ne savent pas faire du cheval et qui vont mourir des suites de leur chute de chevaux. Tous les dangers de l'Amérique sauvage, de la conquête de terrains vierges pour s'y installer. J'ai jamais vu mieux. Honnêtement, en série western, j'ai pas vu mieux. Pour moi, on est du niveau très très largement du niveau de Impitoyable de Kevin Costner, très largement. Voilà, j'ose le dire. Taylor Sheridan, j'ai dit Kevin Costner, je crois. Je voulais dire Impitoyable de Clint Eastwood. Pour moi, Taylor Sheridan, c'est le Clint Eastwood du 21e siècle. Voilà. Et là, on va passer à la partie avec spoilers. Donc, musique parfaite, Brian Tyler, exceptionnel ce qu'il a réussi à composer. Casting parfait. Paysage d'une beauté sublime. Du danger, de l'émotion, de la pudeur. Des gens qui sont de vrais gens, hein, qui ne sont pas en train de se dire est-ce que je suis déconstruit, est-ce que je suis moitié animal, moitié objet. Non, non, des vrais gens, des gens qui ne sont pas dans des revendications arc-en-ciel, tout ce que vous voulez. Donc ça fait plaisir. C'est une série comme on n'en fait plus. C'est une série qui devrait être la norme de qualité, mais qui malheureusement aujourd'hui relève de l'exception. Et ça m'attriste de voir que des gens arrivent à aujourd'hui trouver que des séries assez woke sur Netflix, HBO, Amazon Prime sont des séries chefs-d'œuvre. Alors que là, on tient une série chef-d'œuvre et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. On a eu énormément de monde qui ont parlé de The Last of Us avec toutes les critiques qu'on a eues de la part de tous les youtubeurs, moi y compris. J'aurais aimé que les gens se penchent plutôt sur 1883 et vous fassent toute l'apologie de cette série, qui clament tout leur amour de cette série. Parce que si vous n'avez pas vu de cette série, regardez-la et toutes les autres vont vous paraître très fades en comparaison. Donc on va s'arrêter là pour la partie sans spoilers. Vous pouvez retrouver ma critique des 4 premières saisons de Yellowstone. Bientôt sur la chaîne, vous aurez la saison 5 de Yellowstone ainsi que 1923, l'autre spin-off de Yellowstone avec Harrison Ford. Mais ça arrivera dans les prochains mois. En attendant, on va passer à la partie avec spoilers. Donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement. Et c'est parti, spoilers dans... Alors, Isabelle May, qui fait Elsa Dutton, va mourir à la fin de la série parce que Taylor Sheridan avait imaginé sa série comme une mini-série. Et quand le directeur de Paramount+, quand il a vu le succès et quand il a regardé le scénario, qu'il a lu le pitch et ce qui arrivait, il a dit non mais attends, là il nous faut une saison 2 absolument. Et Taylor Sheridan n'avait pas pensé que la série aurait autant de succès. Lui, il avait écrit sa série comme un film de 10 heures. Parce que oui, clairement, on est sur la qualité d'un film. Avec un milieu, début, une fin, et une évolution de personnage, toute une vie de ce personnage de Elsa Dutton qu'elle va vivre. Elle va trouver l'amour, le deuil, puis à nouveau l'amour, puis ensuite c'est elle qui va mourir. Elle va subir des traumatismes, elle va passer de la jeune fille un petit peu impétueuse, un peu capricieuse, qui finalement va devenir une femme accomplie, une véritable cow-boy qui va avoir une âme indienne et qui va même commencer à apprendre la langue indienne en se mariant avec un chef comanche. Bref, et ce personnage qui nous conte l'histoire, en fait, on commence la série avec une scène qui se retrouvera dans la saison 9, dans l'épisode 9, l'avant-dernier épisode, où on la voit affronter des Indiens, leur tirer dessus et se prendre une flèche. Et ensuite, on commence la série. Et durant les 9 épisodes, on va voir tout ce qui s'est déroulé avant d'en arriver à cette scène-là. Et cette scène-là, c'est pas la fin de la série parce qu'on se dit elle va survivre en fait. La flèche a touché le foie et c'était une flèche empoisonnée d'une tribu d'Indiens
qui pensait à tort que ce petit convoi avaient attaqué, tué et violé leurs femmes alors que c'était des pillards et qui ensuite donc le comprennent et bon, décident de faire la paix, mais malheureusement, elle s'est pris une flèche. Et on se dit, elle va guérir. C'est pas possible comme personnage comme ça, qui a traversé tant de choses, qui nous a tellement émus, qui est tellement forte, parce qu'elle a peur de rien. Elle a peur de rien, elle est vraiment, c'est une fille forte. On se dit, elle peut pas mourir comme ça. Et elle va mourir. Et elle va mourir dans les bras de son père, Tim McGraw, qui est mais vraiment bouleversant lui aussi quand il annonce à sa femme, il lui dit, voilà, je ne vais pas y aller par 4 chemins, notre fille va mourir. Et il faut qu'on s'y habitue dès maintenant, il faut qu'on lui mente, il faut qu'on lui dise qu'elle va encore vivre, parce que sinon, si on lui dit maintenant, elle ne tiendra pas jusqu'au bout du voyage. Et on s'installera là où elle va mourir. À l'endroit où elle va mourir, c'est là où on va fonder notre ranch et notre nouvelle vie. Et donc, ils dévient un petit peu de leurs objectifs initiaux pour finir dans le Montana. Dans cette scène où elle meurt au pied d'un arbre dans les bras de son père, où l'imagination et ses souvenirs se mêlent, et où dans son imagination, au dernier moment, au moment de pousser son dernier soupir, elle s'imagine en train de retrouver son mari Comanche, dont elle est tombée amoureuse, joué par Martin Sensmeyer, qui joue aussi dans Yellowstone, qui fait un personnage indien dans Yellowstone. Il y a énormément de, je vais y revenir sur ça, une partie du casting de Yellowstone qui joue ici dans 1883. Et elle va s'imaginer le retrouver comme elle lui avait promis, après le printemps, à l'été, de le retrouver une fois qu'ils se seraient installés dans leur nouveau chez eux, d'aller le retrouver parce qu'elle a revêtu les habits des Comanches et tout, elle est en pantalon de cow-boy et tout, elle est vraiment, c'est devenu une indienne. Et voilà, ces derniers instants, ça va être dans les bras de son père, qui est parti avec sa fille à cheval un petit peu à l'avant, et sa femme qui ne peut pas suivre parce que les convois avec le chariot, ça va pas aussi vite qu'un cheval, et elle aurait pas tenu une semaine le temps qu'il fallait pour arriver dans la terre où ils vont s'installer. Donc elle fait ses adieux à sa mère lui fait ses adieux, et elle part avec son père à cheval. Et elle dit, voilà, parce qu'elle lui fait promettre à son père, je veux que tu m'enterres et je veux choisir l'endroit où je vais être enterré. Donc c'est quand même, les persos sont forts, quoi, même psychologiquement, hein, parce que quand tu sais que tu vas mourir, tu veux choisir l'endroit où tu vas être enterré, tu dis adieu à tes proches, tu sais que tu vas plus les revoir, il faut quand même avoir du courage. Donc c'est très très bien écrit. Et voilà, elle va s'asseoir au pied de cet arbre avec son père, et voilà, ben, elle va lui dire les dernières paroles, elle va partager des derniers souvenirs avec son père, et enfin, elle va s'imaginer, quand elle va partir, quand elle va partir dans les vapes et donc elle va mourir, elle va s'imaginer la vie rêvée qu'elle aurait voulu avoir, c'est-à-dire retrouver l'amour de sa vie, son chef Comanche, qui la considère comme son égal, et c'est comme ça qu'elle meurt, et c'est là où elle va être enterrée, et c'est là où elle va être fondée le ranch Yellowstone, le ranch de Kevin Costner, de Kelly Reilly, de Luke Grimes, de tous ces personnages euh, magnifiques qu'on a vus dans Yellowstone. Et on comprend aussi que le courage et la forte personnalité, il y a des bestioles partout, on comprend que le courage et la forte personnalité qui anime les femmes de la famille Dutton, ben, c'est dans le sang, parce que son arrière petite nièce, hein, puisque elle va mourir, donc son frère John Dutton, qui va être le grand-père de Bess, de Kelly Reilly, donc elle va pas avoir exactement, elle descend pas de Elsa. Bess Dutton, Kelly Reilly ne descend pas de Elsa Dutton, mais elle descend de son arrière-grand-mère, Margaret Dutton, la mère de Elsa Dutton. Et on comprend qu'en fait, les femmes fortes, c'est dans la série, c'est quasiment dans leur ADN. Et c'est magnifique parce qu'on retrouve beaucoup d'aspects de la personnalité de Bess en Elsa, et de Elsa en Bess. Même si Bess, pour le coup, c'est dans la vie moderne, et que c'est une redoutable guerrière, mais sur le plan financier, qui n'hésite pas à mener une bataille contre les compagnies cotées en bourse. Donc elle fait avec les difficultés du monde actuel.
son arrière, enfin son ancêtre, elle, elle faisait avec, à l'époque, il n'y avait pas encore le monde, entre guillemets, civilisé, c'est plutôt le monde moderne, hein, qui n'est pas vraiment civilisé. Mais on sent que voilà, lutter, avoir l'âme d'un guerrier, c'est dans l'ADN des femmes de la famille d'Hutton, mais aussi des hommes de la famille d'Hutton. C'est formidable d'avoir écrit ce personnage comme ça, et surtout, c'est très surprenant de le faire mourir parce que c'est pas une histoire qui se termine bien, et j'apprécie. Moi, j'aime aussi les histoires qui ne se terminent pas toujours bien, mais qui sont racontées d'une belle manière. Là, voilà, elle finit avec beaucoup de dignité. Et ça, c'est génial. C'est génial. À côté de ça, Sam Elliott, dans la dernière scène où il a enfin atteint l'océan, la côte ouest, et voilà, il dit, parce qu'à un moment donné, il raconte à Elsa, donc jouée par Isabelle May, avec qui il s'attache, il a perdu sa fille, et il voit cette fille-là, elle lui fait penser énormément à sa fille. Et on sent que lui, il contient son émotion, mais il est toujours prêt à exploser en larmes et à avoir les nerfs qui craquent. Et c'est magnifique parce qu'on sent que le mec se contient pour essayer d'insuffler du courage aux autres. Et à un moment donné, quand elle perd le premier amour de sa vie, un cow-boy qui se fait tuer lors d'une attaque de pillards, donc elle est veuve, elle pleure, et parce que elle est veuve, parce qu'elle s'est mariée, et ça, c'est un aspect que j'ai énormément aimé, je vous en parlais aussi. Juste après, je vous en parlais de ça. Un petit peu les traditions qu'il y avait avant qui se sont perdues aujourd'hui, et ça fait partie. Ça. En fait, cette série, je l'adore, mais en même temps, ça me met en colère de voir le monde à quel point il est devenu décadent et combien avant c'était mieux. Alors je sais, hein, ça fait passéiste, mais je suis totalement passéiste. Moi, je vous le dis, hein, la vie c'était mieux avant, le monde était mieux avant, était plus sain d'esprit, était moins décadent dans, dans ses pratiques, dans ses traditions, dans ses relations humaines. Aujourd'hui, il y a très peu de dignité, il y a très peu de pudeur, c'est dépravation partout, ben, bref. Et donc, Sam Elliott, à un moment donné, il va avoir un dialogue avec elle, et il va lui dire, quand tu te maries avec quelqu'un, tu prends un bout de son âme et il prend un bout de la tienne. Et même si lui, il meurt, bah, tu gardes quand même un bout de son âme. Et il lui dit, les Indiens pensent que les personnes qui sont mortes continuent d'exister à travers nous et de voir à travers nos yeux. Et il lui dit, et moi, mon objectif, c'est d'aller voir l'océan, parce que ma femme voulait voir l'océan, c'était son rêve. Et une fois que j'aurai fait ça, c'est bon, je pourrai mourir en paix. Et c'est la dernière scène, c'est une des dernières scènes. Il arrive à l'océan, donc il a laissé la famille Dutton vers le Montana, et lui ensuite il part vers la Californie et l'Oregon, et il va vers l'océan. Il voit la mer, il contemple les vagues dans une réalisation sublimissime. Mais quand je vous dis que c'est sublime, la réalisation, c'est vraiment, on est au niveau de Danse avec les loups, Le Dernier des Mohicans, et tous ces grands chefs-d'œuvre du cinéma. Hein. Vraiment, hein, si je plaisante pas. Hein. Là, c'est pas surcoté pour le coup, parce que vous avez 95% IMDb, là, l'autre purge là, de The Last of Us. Qu'est-ce que c'est pour ça? Honnêtement, ça devrait être du 200%, hein, ça devrait être même plus. Donc, quand je vous dis que la réalisation, c'est solide, c'est virtuose la réalisation. C'est-à-dire, on est au niveau de Spielberg, Clint Eastwood et les plus grands. Et c'est pas volé de le dire. C'est pas exagéré de le dire. Donc, il voit ça, et puis il voit un petit colibri, et il sait que le mec, il est en paix. Et il dit à sa femme, dans sa tête, il dit, voilà, je t'ai fait la promesse, j'ai rempli ma promesse, je t'ai montré l'océan. Il voit un petit colibri, il a un sourire, il est heureux, et il se tire une balle. Et ensuite, la caméra, on nous le montre en hauteur, on le voit sur la plage, on voit son corps allongé sur la plage. Chaque personnage a une fin. Son compagnon d'armes, slash meilleur ami, le capitaine Thomas, qui est tombé amoureux de la gitane qui était devenue veuve, de la bohémienne qui était devenue veuve, et qui elle aussi au début était une femme un peu peureuse, et qui va devenir une femme pareil, assez redoutable, forte, qui va devenir une véritable pionnière de l'Ouest. On les voit arriver dans le Wyoming ou dans l'Oregon, je ne sais plus. Je crois que c'est dans le Wyoming. Ouais, il me semble que c'est le Wyoming. Et on le voit planter sa première clôture. Et ils ont trouvé leur foyer. Ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu. Ils avaient presque plus rien. Et ça y est, ils ont trouvé leur foyer.
ils ont traversé l'enfer. Mais quand je vous dis l'enfer, c'est que c'était vraiment l'enfer. Vous allez voir, à un moment donné, moi j'ai la phobie des serpents, des crotales, ce genre de choses. Vous allez en voir un paquet, hein. Des gens qui se font tuer, des gens qui se font amputer parce qu'ils se sont fait mordre. À l'époque, il n'y avait pas de trucs pour extraire le venin comme maintenant. Des gens qui tombaient de cheval, boum, commotion cérébrale, le cerveau il enfle, paf, il meurt. Ils ont traversé l'enfer, sans compter les pillards et les Indiens un petit peu vénères. Donc, ils ont tout perdu. On va voir le convoi qui petit à petit se réduit. Au début, ils étaient une cinquantaine, ils vont finir à même pas une dizaine, moins d'une dizaine. Parce qu'à chaque fois, ils vont devoir réduire. Et puis, même dans ce convoi, il y en a qui se volent entre eux. Donc, ils vont les mettre de côté. Ils vont leur dire tu suis pas, si tu nous suis, je te tue. Normal. Tu voles, tu peux plus faire confiance à un mec qui, au sein d'une communauté, t'a volé et alors que toi, tu n'as plus rien. Donc, tu es obligé de les mettre à l'écart. Tu ne peux pas. Donc, on va voir petit à petit, ils vont se diviser à chaque fois par 2, par 3, par 4, et ils vont laisser des cadavres tout au long de leur périple. Mais c'est les plus forts qui survivent. Et c'est ce que je vous disais dans la partie avec spoiler, c'est une des leçons de vie, c'est que y a que les forts qui survivent, il n'y a pas de place pour les faibles, mais on n'est pas obligé d'être un faible. C'est pas une fatalité. On peut de faible devenir fort. Et on voit des faibles, notamment cette bohémienne et d'autres personnages, on voit des faibles devenir forts. Mais pour ça, il faut une capacité d'adaptation et il faut être prêt à avoir cet esprit de sacrifice. C'est ça, l'Ouest sauvage, c'est ça la conquête de l'Ouest, c'est ça les pionniers. Il n'y a que ceux qui ont l'esprit de sacrifice, qui au début ont peur, mais qui finalement prennent les difficultés à bras le corps et sont prêts à tout abandonner et à se livrer à l'inconnu, la nature. Il n'y a que ceux-là qui y survivent. Et les autres, ils n'ont pas leur place. Il faut rester dans les villes, avec tous les dangers que ça peut comporter aussi. Et ça, j'ai adoré. J'aime cette leçon de vie. Et aujourd'hui, on est dans une génération de fragiles qui se victimisent en permanence et qui sont là, oui, mais bon, moi je veux telle ou telle revendication. Et si le monde ne tourne pas comme ils veulent, ils n'arrivent pas à s'adapter au monde, ils voudraient que le monde s'adapte à eux. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Petit tacle, mais quand même petit tacle bien mérité aux progressistes. Le monde ne doit pas s'adapter à vos exigences. C'est vous qui devez vous adapter au monde. Voilà. Et le monde, c'est pas ah ben aujourd'hui je me sens objet, demain je me sens animal, après-demain je ne sais pas quoi. Voilà, c'est pas ça. Donc une série qui a aussi de belles valeurs familiales et de belles valeurs traditionnelles. Ce que j'ai particulièrement aimé dans le personnage de Elsa Dutton et dans la famille Dutton et dans les relations qu'elle va avoir, les relations amoureuses qu'elle va avoir et que l'on n'a plus aujourd'hui dans le cinéma, c'est la pudeur. À savoir que même quand il va y avoir des scènes de sexe, bon déjà il y en a très peu, on ne nous montre pas la nudité pleinement. Et ça c'est bien, c'est une bonne chose, parce qu'il y en a plus qu'assez aujourd'hui de voir beaucoup de nudité étalée dans les films, et on nous dit « Ah mais c'est magnifique, regardez, on l'a vu à poil, c'est génial, on a vu son chibre et tout ». Non, on n'a pas envie de voir ça. Ça, c'est des esprits malsains qui font ça. C'est des esprits malsains. À un moment donné, on n'a pas envie de voir un mec à moitié à poil avec sa teub ou une femme avec sa... Voilà. On n'a pas envie de voir ça. C'est pas naturel de voir des gens à poil. Donc, c'est pas ce qu'on voit dans la série. Mais quand même, on voit qu'ils s'aiment physiquement, qu'ils ont des relations. Mais, et encore une fois, c'est là où je vous disais que c'est pas progressiste. Parce que le progressisme, c'est la décadence et l'égoïsme, en grande partie. Malheureusement, c'est comme ça que ça a dérivé le progressisme, c'est que ici, les personnages assument leurs responsabilités. Ils assument leurs responsabilités. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que à un moment donné, le premier amour, un cow-boy qui accompagne le bétail, parce qu'ils ont énormément de bétail, des taureaux et ensuite des bisons. Ben, il faut bien avoir à manger, tout au long du périple qui dure plusieurs mois et pas juste quelques petites boîtes de conserve. Donc à un moment donné, elle va tomber amoureuse d'un cow-boy, d'un jeune cow-boy qui est aussi assez inexpérimenté, qui est vierge. Il a essayé avec une prostituée dans un saloon, mais ça n'a pas marché, ça collait pas parce que on sent que le mec n'était pas un pervers qui va au saloon pour assouvir tous ses désirs. Non, voilà, il se réservait pour la femme qu'il aimait et il tombe amoureux de Elsa Dutton et elle aussi, elle était vierge, elle tombe amoureuse de lui. Et certes, ils couchent avant de se marier, mais elle,
elle lui dit je veux vivre ma vie avec toi, je veux me marier. Et lui, il va demander la bénédiction au père, à James Dutton. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu et qui aurait jamais dû se perdre dans notre société, demander la bénédiction au père. Parce que le mariage, qui pour moi est une composante qui devrait être là dans la société qu'on a perdue aujourd'hui, le mariage, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un truc ultra compliqué, il faut passer à la mairie. Mais qu'est-ce que c'était le mariage à la base? C'est un engagement avec un témoin ou deux témoins devant la personne qui a l'autorité. En l'occurrence, pour une fille, c'était ses parents, ou pour un garçon aussi, c'était ses parents. Pour une fille, elle allait demander à son père est-ce qu'elle pouvait se marier. Et le mec qui voulait épouser, il allait demander au père la main de sa fille. Et il se mariait, donc c'est-à-dire il prononçait des vœux en présence des parents, et ensuite ils étaient mariés. Mariés, ça veut dire quoi? Ça veut dire je quitte mes parents, et désormais j'appartiens à mon mari, si c'est une femme, ou si c'est un homme, j'appartiens à ma femme, on s'appartient mutuellement. Ça c'est un truc qui plaît pas aux, ça, c'est un truc qui plaît pas aux féministes, ça, j'appartiens à mon mari. On va rester poli, ferme ta bouche, voilà, on va dire. Parce que les féministes, elles sont à chaque fois, ah, le patriarcat, nous n'appartenons pas aux hommes, on appartient tous à quelqu'un à un moment donné. Bon, voilà, veut dire, quand tu es un enfant, t'es une fille, t'appartiens à tes parents, voilà, c'est comme ça. On appartient tous, c'est la vie, il faut faire avec, c'est aussi la liberté, il faut faire avec des contraintes. Donc, elle demande l'autorisation. Et lui, il va demander l'autorisation. Et le père, donc Tim McGraw, qui fait James Dutton, il va dire, tu sais à quoi tu t'engages? Si tu brises le cœur de ma fille, je te tue. Le mec, il dit, ok, pas de problème. Et elle s'engage. Et c'était une époque, il n'y avait pas encore les préservatifs. Et à un moment donné, elle a une conversation sur la sexualité avec sa mère, et elle lui dit, mais si tu tombes enceinte, il faudra assumer. Elle lui dit, ouais, j'assumerai. J'assumerai et j'élèverai mes enfants. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui. À l'ère de l'avortement dont on nous fait l'apologie, où les féministes aux États-Unis voudraient avorter au-delà de 6 mois de grossesse, la folie, le bébé est déjà formé, n'importe quoi. À l'heure où les féministes réclament toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus de droits à mon corps, mon choix, tout ce que vous voulez, ben, la vraie responsabilité, c'est que quand tu tombes enceinte, tu l'aimes ton enfant, tu en prends soin, tu l'élèves. Sinon, tu couches pas. Et c'est ce qui se faisait avant. Et c'était une très bonne chose. Et c'était des femmes, c'est pas pour autant qu'elles n'étaient pas épanouies. Elles étaient épanouies, mais elles étaient responsables. Et c'est la même chose avec ce chef indien Comanche. Euh, il va demander la main de la fille, parce qu'entre-temps, bon, elle va devenir veuve, parce que son cow-boy s'est fait tuer. Elle va passer une période de tristesse, et puis elle va trouver ce chef indien avec qui ça va coller directement, ils sont sur la même longueur d'onde, et elle va vouloir l'épouser, et pareil, elle va demander à son père et à sa mère, mais elle va leur dire quand même, je suis une femme. Donc aujourd'hui, je suis une femme indépendante, je ne suis plus une enfant. Je ne suis pas obligé de vous demander, mais je le demande parce que je vous respecte. Voilà. Et ce chef indien qui va venir offrir un cheval, c'est la dot, qui va venir offrir un cheval au père de famille et qui va lui dire je prendrai soin de ta fille et je respecterai sa volonté. Et il dit et si un jour ma fille elle veut plus de toi? Et il dit ben, elle sera libre de partir. Voilà, c'est ça aussi. C'est respecter, même si on n'est pas obligé de demander l'approbation du patriarche de la famille, le faire par respect pour tout ce qu'ils ont fait pour toi parce qu'ils t'ont élevé. Et ça, c'est quelque chose qui se faisait avant, dans les anciennes coutumes, les anciennes traditions, qui s'est perdu aujourd'hui. Et je le regrette. Et bon, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des réseaux sociaux, avec toujours plus de, où les gens sont de moins en moins, on va dire, responsables. De plus en plus, ils laissent libre cours à tous leurs désirs, sans assumer leurs responsabilités. C'est le monde d'aujourd'hui, mais c'est un monde que j'aime pas. Et Taylor Sheridan nous montre que à l'époque, ben oui, il y avait de belles valeurs qui se sont perdues, et en même temps, il y a aussi du danger. Alors certes, on est dans une société plus confortable, mais qui s'est sédentarisée et qui, dans le même temps, a perdu sa vraie liberté. Parce qu'aujourd'hui, réfléchissez-y, ne me donnez pas la réponse, réfléchissez-y. Si vous perdez tout ce que vous avez, vos biens physiques, matériels, tous vos biens, tout votre superflu, est-ce que vous allez être heureux? Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Alors que c'est ça la vraie liberté, c'est quand tu n'as plus rien du tout, pouvoir te balader dans la nature. Et là, on va retrouver une phrase qui est prononcée par Bess Dutton dans Yellowstone et qui est prononcée ici par Elsa. Alors je ne sais plus si c'est Bess, si c'est Kelly Reilly ou si c'est Kevin Costner, mais c'est un des deux personnages.
où elle dit, elle dit l'enfer et le paradis nous vivons à la fois en enfer et au paradis, et Dieu c'est la terre. Et la deuxième phrase, et je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est Kevin Costner ou Luke Grimes dans la série, sur ce qu'est le cow-boy, être capable de vivre avec ton cheval, je me demande si c'est pas Cole Hauser qui fait RIP, être capable de vivre avec ton cheval et rien d'autre. Le ciel, la terre et les ressources que t'offre la nature. Et ça, c'est deux phrases que l'on retrouve dans Yellowstone et on sent que c'est l'ADN de la famille Dutton. Voilà, c'est une série qui a tellement de belles leçons de vie que je ne peux que vous encourager à regarder. Et là, je vous ai dit, mais à peine, allez, un tiers de ce qu'il y a dans la série. On retrouve ensuite une partie du casting, notamment James Jordan qui jouait, qui faisait l'adjoint du shérif dans Yellowstone, qui faisait le chef des gardiens de prison dans Mayor of Kingstown, autre série de Taylor Sheridan. On a aussi d'autres personnages que l'on a vus dans Yellowstone. J'ai plus comme ça en tête tous les personnages, mais voilà, le casting, Martin Sensmeyer qui fait ici le chef Comanche, Sam qui épouse Elsa et qui faisait un Indien qui tombait amoureux de Mia, la femme de Casey. Bah, on sent que Taylor Sheridan fait appel à ces différents comédiens qui réemploie sur ces différentes séries, à chaque fois dans des rôles différents. Et c'est une très bonne chose. Voilà, toutes ces séries sont liées par les mêmes valeurs. C'est pas des valeurs progressistes, mais en même temps, c'est pas des valeurs racistes, ni homophobes, ni transphobes. Mais voilà, Taylor Sheridan, il nous fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Il nous dit, vous voyez, à un moment donné, faut arrêter avec tous les délires d'aujourd'hui, comme sur les gens qui sont anti-chasse. Non, la chasse, c'est une très bonne chose pour peu que tu saches la valeur de la vie que tu prends et que tu ne sois pas cruel dans la manière de la prendre. Ben non, tous les désirs ne sont pas des choses que l'on doit assouvir. Il faut aussi faire avec certaines contraintes. La civilisation telle qu'on la voit aujourd'hui est étouffante. Malgré toute la liberté en apparence, en vrai, on ne vit pas dans un monde libre aujourd'hui. On n'a jamais été autant prisonnier. Regardez les réseaux sociaux. On n'a jamais été autant prisonnier dans le monde dans lequel on vit. Alors oui, on a du confort, c'est clair, mais c'était quand même tellement mieux à leur époque où ils vivaient une vraie vie, certes remplie de dangers, mais où ils appréciaient pleinement la nature et ce que Dieu leur offrait parce que c'était des personnes croyantes et ça c'est une bonne chose aussi. Donc je n'ai que des éloges à faire sur cette série et sur Taylor Sheridan et sur les séries de Taylor Sheridan. Allez voir ma vidéo sur Yellowstone, les 4 premières saisons. J'ai fait aussi la critique de Mayor of Kingstown. Il y aura dans quelques temps, alors je ne sais pas si ce sera ce mois-ci ou le mois prochain, ou en tout cas d'ici l'été, il y aura un live sur la filmographie de Taylor Sheridan, les films et les séries qu'il a réalisés, écrits ou produits pour le cinéma. Et on reviendra bien évidemment sur toutes les autres séries du Yellowstone Universe et ainsi que sur Tulsa King, si ce n'est pas déjà fait au moment où je publie cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Certes, elle était longue, elle fait 1 heure, mais vous pouvez la regarder en plusieurs morceaux. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé si vous avez vu cette série. Franchement, j'ai eu des frissons, j'ai eu les larmes aux yeux tellement c'était beau, une telle qualité. Je ne peux que m'incliner devant tant de beauté en termes d'écriture, en termes d'interprétation, en termes visuels, en termes de réalisation. Il y a des idées, c'est innovant et en même temps c'est assez classique. Et c'est à des valeurs qui ne sont plus aujourd'hui dans notre société. C'est tout ce que j'aime, c'est l'Amérique que j'aime, c'est l'Amérique à laquelle j'aurais voulu appartenir, dans laquelle j'aurais voulu vivre. Mais voilà, bon, ben c'est comme ça, c'était une autre époque. En tout cas, c'est une série qui m'a fait rêver et qui m'a profondément bouleversé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Elles seront beaucoup plus courtes, hein, je vous rassure. Là, c'est parce que j'ai tellement aimé que je suis dithyrambique et je pourrais encore tenir 1 heure de plus, mais on va pas pousser, on va pas faire un live en vidéo. Donc, on se revoit très bientôt pour d'autres séries de, j'espère, aussi grande qualité. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.